Mesdames et messieurs, il est 19h30, nous allons commencer notre avant-dernier conseil municipal, puisque le dernier avant les congés d'été aura lieu le 5 juillet. Est-ce que c'est prêt? Oui, derrière, c'est prêt. Donc vous avez vu qu'au niveau de la prise de parole, vous avez des micros, donc il faut vous exprimer dans les micros, parce que tout est enregistré. Il y a un deuxième enregistrement qui est posé par terre, donc ça servira à Madame Roussel pour les comptes rendus. Donc je vais procéder à l'appel. Donc Fabrice Rouzic, Isabelle Wirth, Patrick Assaïm, Nadia Liaoui, Robert Nieto, Pascal Huvier, Laurent Silvera, Marie Guéant-Sidorco, Céline Onestas, Kimoa Kiepi, donc a donné pouvoir à Patrick Assaïm, Valérie Sellier, Denis Guyot, donc va peut-être nous rejoindre, Nicole Wagemecker, Dou Youssef a donné pouvoir à Karl Dira, Pascal Guillon, pouvoir à Thierry Gaillochon, Valentin Salès, pouvoir à Valérie Sellier, Marguerite Dos Santos, Thierry Gaillochon, Martine Chauchard, Awashria Aziz, donc qui va arriver aussi dans quelques minutes, Arlette Pin, Jean-Claude Develay, Marie-Yvonne Martin, Madame Anne Trembaud-Dufresne, Madame Colette Daspré, Monsieur Sébastien Antonio, Monsieur Berthaud Christian a donné pouvoir à Madame Trembaud-Dufresne et Nathalie Gomez qui va nous rejoindre. Donc la séance est ouverte, nous avons le quorum. Je vais désigner Monsieur Jean-Claude Develay, secrétaire de séance, donc qui vote contre, qui s'abstient. Donc merci Jean-Claude de prendre toutes les notes. Alors vous trouvez dans vos pochettes jaunes simplement une information. C'est un courrier du conseil départemental concernant, donc ça a été adressé par le président du conseil départemental à toutes les communes de l'Essonne, donc pour demander aux communes d'aider le département à financer surtout l'investissement pour les centres de pompiers, donc les centres de secours et du SDIS. Et donc ça interviendra en 2025. Et donc il propose, parce qu'il y a eu beaucoup de réunions avec les maires de l'Essonne, avec le président de l'Union des maires, les sapeurs-pompiers, donc il propose que les communes participent à hauteur de 2 € par habitant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devait être le dernier département en France à ce que ce soit le département qui finançait entièrement les sapeurs-pompiers. Et donc, si on sort de la région parisienne, les communes financent à hauteur de 30 à 40 € par habitant. Donc là, pour l'instant, je dis pour l'instant parce que nos pompiers ont besoin d'être équipés, d'avoir des matériels performants pour pouvoir intervenir. Donc voilà, c'est une information, puis on en rediscutera mais lorsqu'on construira le budget de 2025. Ou le 5 juillet, on délibérera le 5 juillet pour adopter cette mesure. Voilà, il n'y a pas d'autres informations dans ces pochettes jaunes. Alors moi, comme d'habitude, je vous épargne la lecture de l'ordre du jour. Nous allons passer... il n'y a pas de questions particulières sur le... Nous allons passer au point 1, donc c'est les porter à connaissance des décisions qui sont intervenues depuis le dernier conseil municipal. Donc oui, Madame Trembaud-Dufresne. Juste une aparté. Il n'y a plus de visio ? De visio ? Non, on a supprimé la visio, mais on souhaite faire des économies. D'accord. Donc il n'y aura plus de visio. En revanche, il faut parler parce qu'on mettra sur le site de la mairie tout l'audio des débats. Donc nos amis concitoyens pourront avoir accès à tous les débats. Oui, comme ça se passait avant, en fait. Voilà. Il n'y aura pas l'image, mais parce qu'on s'est rendu compte que pendant le conseil, il y avait très peu de personnes. Et même en conseil communautaire, sur 300 000 personnes, il y a 4 personnes qui regardent le conseil communautaire. Donc on a préféré, effectivement, peut-être qu'on remettra la visio pour le vote du budget ou pour des conseils importants. Donc, et en même temps, par rapport au Facebook de la mairie, il n'y a pas eu d'annonce comme quoi il y avait un conseil municipal aujourd'hui.
Non, on n'a pas annoncé. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est aussi un mode de communication au niveau de l'ensemble de la population et que de fait, les gens ne sont pas forcément informés. Mais normalement, sur le site de la mairie, on a mis... Est-ce que ça a été mis Parce que normalement, on doit afficher l'ordre du jour. Donc là, c'est une erreur. On doit afficher obligatoirement l'ordre du jour du conseil sur le site de la mairie déjà. Sur le Facebook, tout le monde n'a pas Facebook, mais sur le site... Donc je demande à ce que ce soit fait pour tous les conseils municipaux. Oui, je crois qu'en plus, ça doit être fait dans les 8 jours avant le conseil municipal, pour le public en tout cas. Parce que là, concrètement, le public n'a pas été informé. Ni du contenu, ni effectivement de cette date, et c'est vraiment dommage. Oui, allez-y si vous avez... Alors, pour les porter à connaissance, donc la décision 2024-25 approuvant l'avenant numéro 1 à la gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure avec la société REFPAC, GPAC. Il est spécifié pour se conformer aux dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. Pouvez-vous préciser si des contentieux existent en la matière sur Villabé ? Bon, on a eu un contentieux, oui, avec une personne qui affichait, une société qui affichait illégalement, surtout dans la zone d'activité. Donc voilà, ils ont attaqué la commune parce qu'on a justement voté... Mes prédécesseurs n'avaient pas voté un règlement de publicité. Donc c'est la commune de Villabé en 2014 2015 qui a instauré un règlement concernant la réglementation de la publicité. Et donc effectivement, parce que c'était la foire à l'affiche, donc... Et le contentieux est réglé ou pas ? C'est Monsieur Bourseau, si vous voulez apporter des précisions. Merci, monsieur le maire. Alors, il y a mon malheureux adversaire qui est Maître Bonfils, qui est spécialiste de l'attaque de tous les règlements locaux de publicité de France et de Navarre, qui a subi plusieurs échecs. Le premier, c'était contre le règlement local de publicité lui-même. Ensuite, il nous a attaqué quand on a mis en demeure les gens qui avaient des dispositifs en infraction. Donc, quand vous sortez de la mairie pour aller sur la villa, il y en avait un à gauche et il y en avait un à droite en allant sur le rond-point du Requin. Donc là, les dispositifs ont été retirés. Et là, il vient de nous envoyer une petite salve contentieuse qui devrait s'épuiser en cours de route assez facilement. Voilà. Merci. Oui, parce qu'effectivement, vous avez vu qu'on a nettoyé l'entrée de Villabé, puisqu'il y avait des panneaux de 4 mètres sur 3 mètres. Donc là, depuis l'adoption de ce règlement, on a fait des recours, des mises en demeure, et puis tout a été enlevé. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur la décision 2024-26, approuvant la convention d'habilitation pour les formations aux premiers secours dispensées à Villabé par M. Fortier. Une précision, s'il vous plaît, M. Fortier, intervient-il dans le cadre de ses fonctions de chef de police municipale ? Sinon, est-ce à titre gracieux ? Oui, c'est à titre gracieux. Donc je tiens personnellement et au nom de la commune et des Villabéens à le remercier parce qu'il a fait une formation au geste de premier secours. Et il interviendra aussi à titre gracieux dans les écoles, au collège. Donc là, on peut le remercier parce que c'est une démarche personnelle. Et puis aussi, il peut très bien faire donner des cours à l'extérieur, en dehors de sa fonction. Oui. Donc, quand il intervient, c'est sur ses horaires de travail. Oui, et à titre, effectivement, des rémunérations qu'il a, parce que c'est normal, en fait, aussi qu'il soit rémunéré en conséquence. Oui, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il s'est investi pour apprendre, être en capacité de donner des cours. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on demandait, effectivement... Mais si on fait appel à un organisme, là, c'est 3 000 à 4 000 euros la séance. Ok, merci. Il a formé aussi les enfants. On a organisé une séance avec Thierry Gaillochon, avec les enfants du conseil municipal. Donc il y a eu 8 enfants, il me semble, qui ont participé, puis on va continuer. Est-ce que vous avez une autre question ? Non, il n'y a pas d'autres questions. Très bien, donc c'était des portées à connaissance. Je passe au point numéro 2, donc c'est l'approbation du procès-verbal du conseil du 5 avril. À ma connaissance, nous n'avons pas reçu de questions ni de remarques. Et bien donc, je vous propose de l'approuver. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, il est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, le point 3. Donc, c'est l'adhésion au SMOS au titre
des compétences IRVE des communes de Gomez-la-Ville, de Bouville et Marolles en Beauce. Donc là, ça va être plusieurs délibérations. Le SMOJ a accepté l'adhésion de ces communes, mais chaque conseil municipal doit délibérer pour accepter leur adhésion. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des... Donc là, elles adhèrent au SMOJ sur la compétence véhicule électrique et puis pour la pose de bornes IRVE. Mais comme nous avons fait, nous aussi, parce que vous avez remarqué qu'il y a une première borne qui a été installée au niveau de la côte, de la vieille côte. Ah. Donc, s'il n'y a pas de questions, je procède au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et le point 4, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour la distribution du gaz pour les communes de Forges-les-Bains, d'Angerville et de Boissy-la-Rivière. Donc le SMOJ grandit de plus en plus. Le syndicat va regrouper, à terme, il regroupera plus d'1 million de concitoyens. Donc là, il vous est proposé d'approuver l'adhésion au SMOJ dans sa compétence de gaz pour les communes que je vous ai citées. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point 5, donc là je vais laisser la parole à Fabrice Rouzic, donc c'est un point financier sur la fongibilité des crédits. Merci. Il s'agit des conséquences et des facultés proposées par le passage à la M57, la nouvelle nomenclature comptable. On en avait déjà parlé au moment du vote du budget, puisque c'est inscrit au budget primitif que nous avons récemment voté. Mais il s'agit ici de permettre aux maires de bénéficier de cette faculté, de transférer éventuellement, en cas de besoin, des crédits d'un compte à l'autre au sein d'un même chapitre. En fait, c'est une souplesse budgétaire, une facilité qui est nouvelle et qui permettra d'éviter éventuellement le vote de décisions modificatives comme on le fait chaque année en conseil municipal. Je tiens à préciser tout de même que lors du conseil municipal suivant, vous serez avertis et on donnera des détails sur le transfert des sommes d'un compte à l'autre. Il s'agit de la transparence totale. Donc, mais par contre, on n'a pas besoin d'attendre l'ADM pour le faire. S'il y a une urgence comptable, s'il y a besoin d'une somme pour un poste, cette fongibilité des crédits permet de faire glisser les sommes d'un poste comptable à l'autre au sein d'un même chapitre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, nous avons quelques suggestions. Cela nous pose un problème de fond, c'est celui de la démocratie. En 2020, nous avions voté contre la délégation de pouvoir octroyée aux maires en l'expliquant en ces termes, une délégation permanente, comme vous la proposez, et qui reprend l'intégralité des possibilités fixées par l'article L 2122-22, ne nous convient pas. En effet, il revient aux élus de délibérer, de décider, et aux maires d'appliquer les décisions du conseil municipal. Or, dans ce cas, le maire décide et les élus valident. Il devient difficile, voire impossible de revenir en arrière. Et nous restons persuadés que bon nombre de décisions auraient dû passer par le conseil municipal, même si nous savons que l'équipe majoritaire, comme un seul homme, vote toujours pour l'ensemble des délibérations proposées. Maintenant, vous demandez que le maire puisse décider, seul, de procéder à des virements au maximum de cette loi, autorise soit 7,5% des dépenses réelles. Il n'aura comme obligation que d'informer l'Assemblée délibérante, et c'est là que nous avons un désaccord profond. Ce n'est pas notre conception de la démocratie. Aussi, donc, nous voterons contre cette délibération. C'est bien noté, j'ai rien à rajouter, sauf à ce que vous sollicitiez un changement des articles du Code général des collectivités territoriales. C'est ainsi, c'est une souplesse budgétaire qui est offerte par la nouvelle nomenclature. Donc voilà.
Je prends note de votre position. On va passer au vote. Juste une précision, on ne peut pas le faire pour financer le chapitre 12, hein, c'est-à-dire la masse salariale. Ça, c'est complètement exclu. Il faudra quand même délibérer, vous proposer, et si besoin, une délibération modificative. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, nous avions effectivement vu que ça ne concernait pas le personnel. Voilà, c'est clair. C'est très, très encadré. Voilà. Et ce n'est pas le maire qui décide forcément. Ce sont des contraintes budgétaires et des transferts de sommes qui sont sollicités par la Direction générale des finances publiques. Voilà. On a un budget primitif qui est très, très détaillé, avec de très nombreux comptes. S'il manque un peu d'argent dans un poste de charge, et si on a à payer une urgence, s'il n'y a pas d'argent dans ce poste de charge, il faut bien trouver l'argent ailleurs. Donc, voilà, il s'agit d'un transfert interne. Voilà. Mais vous aurez le détail, et ça pourra faire l'objet d'échanges, hein, il n'y a pas de sujet, mais voilà, c'est strictement comptable, je dirais. Le budget primitif, lui, il a été validé en amont, et il n'y a pas de problème à ce sujet. Voilà. Je complète simplement, lorsque l'on parle de ça, c'est parce que c'est une souplesse, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Non. Quand vous dites au niveau du code, oui, c'est une souplesse qui a été apportée, mais pas une obligation. C'est pour ça que sur le fond, nous ne sommes pas d'accord. J'entends bien, mais cette délibération, elle n'était même pas obligatoire. Hein. C'est vraiment à des fins pédagogiques et didactiques. Parce qu'à partir du moment où on l'a inscrit dans la maquette budgétaire, qu'on en a parlé ensemble et qu'on vous a dit au moment du vote du budget primitif qu'il y avait possibilité pour le maire et pour les équipes surtout financières de fongibilité des crédits, c'était déjà acté dans le cadre du budget dans sa maquette. Hein. C'est écrit en toutes lettres dans le budget primitif auquel vous avez participé. Hein. Donc voilà. Oui, pour lequel on a voté contre. Tout à fait. Mais c'était quand même inscrit. Ça vous donne l'occasion de vous y opposer, j'entends. Mais voilà. Et sachez que cette faculté a été votée dans toutes les collectivités du territoire, à titre d'information. Donc vous êtes a priori les seuls contre. On va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité. Je vous remercie. C'était le point 5, on va passer au point 6. Je prends la main directement. Le point 6, il s'agit des modalités de reversement d'une taxe intérieure de consommation finale d'électricité, la fameuse TICFE. Vous le savez sans doute, mais c'est le SMOIS, qui est autorité organisatrice de la distribution d'électricité, qui perçoit désormais le produit de cette taxe. Et en lieu et place donc de la commune de Villabé. Et ce syndicat a voté le 26 avril le fait de reverser une grande partie de cette taxe aux différentes communes membres. Il propose ainsi de reverser 95% du produit collecté sur le territoire communal. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ça représente pour 2024 un peu plus de 122 000 euros, 122 765 euros. Donc on a déjà inscrit cette somme dans les produits du budget primitif parce qu'on avait fait le calcul. Mais pour percevoir cette somme, il faut des délibérations concordantes. Donc on vous propose ce soir d'acter le fait qu'il nous reverse 95%. Pour vous donner quelques précisions, c'est un reversement très important en pourcentage. D'autres syndicats au sein du même département en gardent un peu plus pour eux, peut-être parce qu'ils ont des dépenses de fonctionnement plus importantes. Là, le président et le bureau du syndicat nous a précisé que ces 5% devraient permettre de financer des emplois supplémentaires au sein du syndicat, et en particulier des sachants, des ingénieurs dans le domaine de l'énergie verte, électricité photovoltaïque. Donc voilà, on vous propose de voter en ce sens. Est-ce que vous avez des questions, Madame Gomez? Alors, pourriez-vous préciser depuis quand le SMOIS est autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur notre territoire?
Pouvez-vous nous rappeler à quel moment le conseil municipal a délibéré à ce sujet? Car nous avons bien souvenance de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023 qui a autorisé l'adhésion de Villabé au SMOIS au titre de sa compétence mobilité électrique relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et autoriser le transfert au SMOIS de la compétence mobilité électrique. Mais cela n'a rien à voir avec cette délibération. Donc, si nos calculs sont bons, pour 2024, 6 138,25 € restent au SMOIS et 122 000, comme vous venez de dire, 765 sont versés à la commune. Qu'en était-il, sachant que cette taxe qu'en était-il avant, excusez-moi, que cette taxe existe depuis fort longtemps? Une autre question pour bien comprendre la compétence du SMOIS pour l'enfouissement des lignes électriques. Est-ce le SMOIS qui intervient auprès d'Enedis? Ça fait plusieurs questions. Je vais essayer de ne pas en oublier, je compte sur vous. Vous avez demandé depuis quand le SMOIS est autorité organisatrice de la distribution d'électricité. En fait, depuis qu'elle a fusionné avec d'autres syndicats qui en avaient déjà la compétence sur les territoires, ça s'appelait le SIAMS. Voilà. Parce que le SMOIS existait déjà sur le Val d'Orge et a absorbé d'autres syndicats et grossi. Donc, ils étaient déjà autorités organisatrices, ils percevaient déjà sur le territoire est de plus en plus grand, mais ils percevaient l'ancienne mouture, l'ancienne version de la TICFE, parce que ça a changé récemment, ils ont changé les modalités de calcul de cette taxe. Ça, c'est assez émouvant. Et ça n'a rien à voir avec le fait que nous ayons adhéré plus tard pour les compétences que vous connaissez. Ils touchaient déjà, ils percevaient déjà cette taxe. Donc c'est le fait que nous ayons adhéré et qu'il se développe de plus en plus que voilà, ils proposent ce reversement. Il y a des syndicats, autorités qui perçoivent ces taxes. Sur d'autres territoires, il n'y a pas de syndicat, c'est carrément l'EPCI, c'est-à-dire la communauté de communes ou la communauté d'agglo qui a la compétence et qui perçoit cette taxe. Voilà, c'est selon les territoires. Bon, le SMOIS est important, c'est un gros syndicat comme le SDESM en Seine-et-Marne, et voilà, ils perçoivent des sommes. Donc on a la chance que pour l'instant, ils nous proposent de quasiment tout nous reverser, donc c'est une somme importante pour notre budget. Donc voilà pour depuis quand le SMOIS il est sur notre territoire, c'est depuis 2 ans. Voilà. C'est des histoires de subdélégation de compétences. Alors avant c'était OSIARS et qui avait la main sur le photovoltaïque et l'électrique. Mais de par la loi, ils ne pouvaient pas le garder. Ils s'occupaient de l'eau et des réseaux d'eau, enfin j'entends. Et du coup, c'est ce type de syndicat qui, de par la loi, a pris la compétence depuis 2 ans et demi maintenant. Donc voilà. Ça, c'est la question. Vous m'avez posé une question sur les enfouissements. Non, c'est pas... Là, on parle de distribution d'électricité. Donc, c'est... Lorsqu'effectivement on parle de distribution d'électricité, on parle aussi d'infrastructures. C'est pour ça que les lignes... mais qui ne sont pas liées au réseau. Parce que quand on regarde au niveau effectivement distribution, électricité et compétences, c'est aussi, ce sont les poteaux font partie, si je puis dire, de la distribution. Et donc Enedis est bien en conventionnement avec le SMOIS. Par rapport à cette distribution d'électricité. C'est éventuellement le SMOIS qui est en convention avec Enedis, parce qu'Enedis est propriétaire de toutes les immobilisations et est chargé de l'entretien. Donc, à partir de là, si le SMOIS est effectivement compétent par rapport à... Enfin, qui fait effectivement cette convention avec le SMOIS, ça veut dire que si on a un enfouissement de lignes en perspective, c'est le SMOIS qui va le gérer avec Enedis. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a des histoires de reversement, comment on peut appeler ça? Ouais, c'est des redevances qui sont versées entre Enedis et le SMOIS. Mais le SMOIS n'a pas les moyens ni la capacité technique pour je veux dire,
Donc non. physiquement, c'est toujours Enedis qui s'en occupe. Oui, sauf que ça veut dire que si on demande à un moment donné l'enfouissement de telle ligne sur telle rue, qui est-ce qui va gérer avec Enedis? Par exemple, rue Gabriel Péry, on décide à un moment donné de la refaire. Qui gère au niveau de Enedis pour l'enfouissement des lignes électriques? On pourra préparer le dossier avec le SMOIS. D'accord. Et donc c'est le SMOIS verra ensuite Voilà, d'accord. en délégation avec les autorités compétentes et les sociétés compétentes comme Enedis. D'accord. Voilà. Donc c'est eux qui prennent la main là-dessus, Oui, oui, oui. même si effectivement Villabé peut et se doit de préparer effectivement tout ce qu'il faut en termes de documents. Ce n'est pas la mairie qui va le gérer, c'est le SMOIS à la demande de la mairie. C'est l'intérêt, c'est tout l'intérêt d'adhérer à ce genre de syndicat. Ils ont des sachants, on leur apporte, ils ont des cabinets d'études et c'est tout bénéfice pour nous. Vous savez, on travaille avec eux pour rendre autonome en électricité au maximum nos bâtiments publics. C'est avec eux qu'on travaille sur des modèles d'équipement de panneaux photovoltaïques, par exemple. Ils ont les ingénieurs, ils ont les équipes pour ça. Et ils nous feront des propositions. Après, les collectivités ont le choix toujours, hein, mais en tout cas, c'est ce que le SMOIS propose. On va passer au vote. Je pense qu'effectivement, ils ont entre guillemets, les reins assez solides pour pouvoir négocier les choses Voilà. de façon C'est plus, tout l'intérêt plus d'adhérer. pertinente. Nous sommes d'accord. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Le point 7 ensuite. C'est la taxe sur les publicités extérieures. Merci. Donc nous passons au point 7. C'est concernant je vais laisser la parole à Laurent Silveira concernant la taxe sur la publicité extérieure. Merci, monsieur le maire. Donc, le 23 mai 2012, la commune, par le conseil municipal, a institué une taxe locale sur la publicité extérieure, dénommée TLPE. Elle a été révisée le 5 avril 2018 et le 5 avril 2023. Depuis 2019, le gouvernement a institué aussi un travail de recodification. Et donc, la TLPE est maintenant dénommée TPE, taxe sur la publicité extérieure. Donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'actualisation de la réglementation de la TPE et de fixer les tarifs applicables sur le territoire pour 2025, selon les tableaux qui sont fournis dans la note explicative. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Sinon, on va procéder au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, nous passons au point 8. Je vais laisser la parole à Céline Onestas concernant la fixation des tarifs pour la saison culturelle. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. La politique tarifaire est basée sur l'accès à la culture pour tous, en particulier les familles villabéennes dont les enfants ont suivi les sensibilisations en milieu scolaire. Suite aux différentes augmentations du coût de la vie, au changement démographique de la commune et à la baisse globale du pouvoir d'achat, il est proposé cette saison de réaliser des expérimentations quant aux tarifications et aux stratégies pour faire venir le public. Cette recherche perpétuelle nous permet d'obtenir, quand il est possible, un fort soutien des institutions pour notre politique culturelle. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la fixation des tarifs pour la saison 2024-2025, ainsi que sur les modalités de réservation. Alors, je ne vais pas tout vous citer, puisqu'il y a des choses qui ne changent pas. Je vais simplement vous lister les choses qui changent pour la saison future. Donc, un spectacle d'ouverture de saison pour tout public, tarif gratuit pour tous, goûter offert. Un spectacle pour lequel des élèves participeront à la première partie lors du sport en scène, ça sera gratuit pour tous. Le spectacle des hivernales, spectacle de clôture édition des 20 ans, tarif plein 15 €, des taxes 10 €, réduit 7 €. Un spectacle de magie en version cabaret avec apéritif dînatoire, mignardise salée et sucrée plus boisson, tarif 15 € pour les villabéens et 25 € pour les extérieurs. Dans le cas où des adultes et des enfants réaliseraient la première partie d'un spectacle, ils seraient invités et bénéficieraient d'une invitation pour la personne de leur choix. Hors spectacle, les hivernales, pour lequel seul l'enfant réalisant la première partie est invité. Oui.
Il n'y a pas de questions, donc... Si, Allez-y. Anne Trambaud-Dufresne, hein. Ben oui. Donc, lorsque vous avez indiqué dans la note explicative des expérimentations quant aux tarifications, nous avions pensé, à tort, avoir été entendus, mais comme chaque année, nous faisons le constat qu'il n'y a toujours pas de mise en place d'une tarification en fonction du quotient familial, ce qui exclut de fait celles et ceux qui ont le moins de ressources, et cela concerne notamment les sorties dans les théâtres alentours, de 9 à 20 euros par adulte en fonction du prix des places, les visites de musées, d'expositions à Paris ou en région parisienne, 15 euros par adulte. Car à Villabé, comme a pu le dire Fernand Reynaud, humoriste du siècle dernier, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je procède au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à la majorité. Merci. Et bravo Céline avec Léa pour l'organisation de la future saison culturelle. Donc on va passer au point 9. Donc c'est l'adhésion justement au service de paiement en ligne PayFip. Donc je vais laisser la parole à Fabrice. Merci. Oui, toujours en lien avec les services culturels et tout particulièrement avec la régie à recettes des services. On vous propose d'adhérer et d'adosser cette régie culturelle à PayFip, hein, qui est une offre de paiement en ligne. Ce sont des moyens de paiement dont vont pouvoir bénéficier les usagers, qui sont sans frais. Ça permet de payer par carte ou par prélèvement CEPA unique, si vous le souhaitez. Donc ce sera adossé à un site de réservation des places de spectacle de la commune. On a choisi le site PayFip de la DGFIP parce qu'on le connaît déjà, on l'utilise pour la restauration scolaire par exemple, qui est notre régie. Donc là, donc tout est sans frais, en tout cas pour la gestion des flux, hein, et du site. Par contre, vous l'avez peut-être vu dans la délibération et dans les modèles de convention qu'on vous a annexés, il y a, comme pour tous les paiements de type électronique, des frais qui sont précisés. Pour une carte bancaire lambda, c'est 0,25 du montant de la transaction, plus 0,05 centimes par opération. Ce sont des frais à minima, a priori moins importants que ceux qui sont réclamés à un simple commerçant, mais c'est le plus avantageux pour avoir un service de paiement en ligne le plus moderne possible. Est-ce que vous avez des questions? Madame Daspré. Alors, je voulais savoir, parallèlement à ce système, les anciens modes de paiement, chèques et espèces, continueront-ils à être acceptés? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. En fait, je vous dis pour l'instant, pas parce que c'est la volonté de la commune d'abandonner des paiements, des types de paiements, mais parce qu'il est dans l'air du temps et dans le sens de l'histoire que les administrations suppriment à terme des modalités de paiement comme le chèque. Je ne parle pas des espèces, mais ça devrait intervenir. Pour l'instant, on maintient tous les types de paiement pour faciliter l'accès à la culture et à nos services, tout à fait. Parce que c'est dans l'esprit de chacun. Voilà. Est-ce que tout le monde sera en capacité à Mais je vous dirais qu'à terme, par exemple... Ah oui, c'est assez simple. S'il faut, on aidera, on fera le lien comme on a l'habitude. Les chèques, à terme, je pense que ça va disparaître puisque il n'y aura plus d'endroit pour les faire encaisser. Vous savez que ces régies, elles sont adossées à des comptes qui sont ouverts auprès de la DGFIP, hein, de l'ex-trésor public. Et à terme, ils ne permettront plus qu'on leur envoie les chèques adossés à la régie. Donc ce sera la solution. Moi, je sais que c'est en préparation. Pour l'instant, tout est possible. On continue. C'est simplement aller dans le sens de la modernité, faciliter les réservations depuis chez soi. On continue la modernisation du service culturel. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Et une précision, vous avez bien vu, dans la convention d'adhésion, on a quand même des limites. Les factures, elles doivent être inférieures à 1 million d'euros, donc on ne pourra pas faire des paiements au-delà du million. Donc on va passer
au point 10. C'est toujours toi. Oui, alors ce soir, c'est encore et toujours en lien avec la culture. Là, il s'agit de gérer, de vous proposer d'adhérer à un guichet unique du spectacle, à une plateforme informatique qui a été mise en œuvre par Pôle emploi et qui a pour but surtout d'éviter ou de maximiser la déclaration des intermittents du spectacle. Donc en bonne et due forme, ce sont des opérations administratives qui sont relativement lourdes, mais incontournables. Et ce produit, dit Guzo, est très pratique pour le service culturel, pour déclarer correctement en bonne et due forme les intermittents du spectacle qui interviennent sur notre territoire et dans le cadre de notre politique culturelle. Donc vous avez un exemple en annexe du site. Voilà, je voulais rappeler que c'était un produit de Pôle emploi qui fonctionne très bien. Est-ce que vous aviez des questions ? D'accord, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Donc on poursuit avec le point 11. On vous propose une convention d'occupation du domaine public au niveau du centre de loisirs. Donc je vais laisser la parole à Robert Nieto. Merci. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la présente convention a pour objet de définir les modalités régissant l'utilisation du domaine public, notamment l'occupation d'un emplacement situé dans l'espace vert de l'accueil du centre de loisirs Les Copains d'Abord par le preneur. Elle lui confère l'autorisation d'occuper deux dépendances du domaine public. Le propriétaire consent au preneur d'occupation des dites parcelles pour une période correspondante à la durée de la convention, afin d'y héberger deux poneys. Étant donné que cet espace est dédié à la jeunesse et fréquenté par un nombre important d'enfants, la commune prendra en charge à ses frais l'installation du clôture visant à délimiter le terrain. Par ailleurs, Madame Mathieu, responsable des poneys, s'engage à installer à ses frais un fil conducteur à impulsion destiné aux animaux. Cette installation devra être effectuée avant l'arrivée des animaux sur les parcelles. Il est important de noter que la présente convention ne confère pas au preneur le droit d'occuper ni d'accéder de manière permanente à la parcelle. Tout accès à celle-ci est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le propriétaire. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver la convention d'occupation du domaine public. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Allez-y. Oui. Ces deux passerelles jouxtent le préau et le jardin du centre de loisirs Les Copains d'Abord et ont été achetées pour permettre le développement futur du centre de loisirs. Au lieu de les aménager dans cette attente pour nos jeunes, vous les mettez à disposition à titre gracieux à une personne qui est entrepreneur individuel à Vers-le-Petit, où se situe son entreprise d'élevage de chevaux et autres équidés, et qui installera deux poneys. On fait ça à plusieurs voies. Donc, un constat. Le terrain a une superficie de 482 mètres carrés. Sa longueur qui jouxte la parcelle du centre de loisirs est d'environ 39 mètres. Il faut donc retirer 39 mètres carrés pour l'installation d'un fil conducteur à impulsion. Aussi, il resterait environ 443 mètres carrés pour deux poneys si ce fil conducteur à impulsion ne fait pas le tour du terrain, car là, le périmètre étant de 103 mètres, il ne resterait plus que 379 mètres carrés. Et nous n'évoquons pas le besoin d'un abri, d'un abreuvoir, d'une éventuelle mangeoire. Aussi, nous avons plusieurs questions. Et on vous laissera répondre après chaque question. Ces poneys sont-ils de passage ou vont-ils vivre plusieurs jours, semaines, voire pendant une période de 3 ans, puisque c'est la durée de cette convention sur ce terrain? Oui, il n'y a pas d'autres remarques, non? Non, c'est la première question. Si. Les poneys vous intéressent, hein, oui. Allez-y. Oui. Si vous voulez, je recommence. Ces poneys sont-ils de Non, passage? non, ça va, vous passez à la personne suivante. Pardon? Sinon, je procède au vote, là, donc... Ah, mais si vous voulez... Non, mais si vous voulez recommencer, je vous dis, je procède non, on vous a directement posé au une vote. question, donc on non, voudrait mais la réponse. soit pas vous de réponse. posez, Ok. soit vous continuez, soit je procède au vote. Ok, parce que ça veut dire pas de réponse. On continue.
Non, mais je vous répondrai après toutes les questions. Oui. Alors, tout animal est un être sensible et doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Quel type de poney peut vivre dans un si petit espace? Ils ont besoin d'exercice et la petitesse de ce terrain ne répond pas à ce besoin élémentaire. Comment allez-vous vous assurer que l'entrepreneur va venir ramasser les crottins, qu'ils auront de l'eau et du foin, que les soins, pançage, maraîchage, veto, protection contre les insectes seront faits? À cela s'ajoute la question de leur surveillance. Comment sera-t-elle assurée, d'autant qu'une route passagère, la vieille côte, est à proximité? Enfin, il faut prévoir une entrée-sortie. Cet espace est en partie clôturé au niveau du parking et pour le reste entouré d'un mur. Donc, pouvez-vous nous indiquer à quel endroit celle-ci sera faite? Au niveau du parking ou du mur sur la desserte qui donne accès au pavillon ou sur le sentier de l'église? Pourquoi est-il évoqué, page 5, d'éventuels sous-traitants? Et puis, sur le PLU, cette zone UB est une zone pavillonnaire qui interdit toute installation d'exploitation agricole. Or, l'élevage des chevaux et autres équidés est considéré comme une activité agricole au regard du code rural et de la pêche maritime. Comment est-ce possible? C'est pour ça qu'on vous avait demandé de répondre au fur et à mesure. Hein. C'est parce que vous allez avoir un certain nombre de choses à nous apporter. Les riverains ont-ils été informés, associés à ce projet? Qu'en pensent-ils? Avez-vous évalué les nuisances sonores et olfactives pour le voisinage et l'éventuelle prolifération des mouches et des taons? Enfin, pourquoi devrions-nous payer les frais d'une clôture pour permettre à une personne qui, de plus, est entrepreneur individuel, qui a un élevage et une pension de chevaux et autres équidés, de profiter de cet espace? Et pourquoi tout cela sans aucun loyer? Alors non, c'est pas une blague, hein. Tout ce qu'on dit est très sérieux. Non, donc, en conclusion, puisque vous répondrez ensuite, cette mise à disposition implique que nous allons financer une clôture pour permettre à une personne privée de profiter d'un espace communal et qu'aucun loyer ne lui sera demandé. De plus, l'article 15 évoque des éléments confidentiels qui ne peuvent pas être divulgués sans l'accord des deux parties. Pourquoi? Les Villabéens n'ont pas le droit d'avoir tous les éléments. Ce projet laisse très interrogatif puisque le preneur est aussi entrepreneur dans le même domaine. Serait-ce une activité déguisée? Vous ajoutez à tout cela que nous avons rencontré des riverains qui n'étaient pas informés de quoi que ce soit. Enfin, ce projet va à l'encontre du bien-être animal puisque des poneys vont être parqués dans un terrain bien trop petit. Ce terrain, nous le rappelons, peut être aménagé pour les jeunes Villabéens accueillis au centre de loisirs, même si cela oblige le retrait de la clôture qui a déjà été installée, avant même que le conseil municipal ne décide. C'est pourquoi nous appelons l'Assemblée délibérante à ne pas voter cette délibération. Et nous voterons contre, mais nous attendons vos explications. Non, mais là, c'est tellement ridicule que je ne répondrai pas à toutes vos questions. De toute façon, c'est enregistré, donc les Villabéens comprendront la manière dont vous ne souhaitez pas que les enfants puissent bénéficier d'approcher des poneys. Vous ne nous avez pas interrogé de la même manière lorsqu'on a créé les éco-moutons. On a quatre petits moutons qui sont dans deux espaces sur Villabé. Et vous ne vous êtes pas aussi intéressé à la santé des moutons, aux crottes qu'ils vont faire, aux mouches qui vont être attirées, les poneys. Donc voilà, c'est pour ça que je ne répondrai même pas, parce que c'est tellement ridicule. Et je le répète, hein, que je remercie pour les enfants, parce que les enfants attendent avec impatience de pouvoir voir des poneys, parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu de poney. Non, ils ne peuvent pas les approcher en plus. Et ce n'est pas fait pour les enfants, c'est une personne qui est non, mais si on l'a installé au centre de loisirs, à qui on donne un terrain et elle en fait ce qu'elle veut. Si on l'a installé au centre de loisirs, c'est justement pour que les enfants puissent voir des poneys, les toucher, parce qu'ils auront accès à un moment donné. Ils ne peuvent pas les toucher, c'est pour ça qu'il y a le fil conducteur, ils ne peuvent les toucher qu'avec du personnel compétent qui sont à côté. Mais si, non, je ne plaisante pas. Mais si vous plaisantez, parce que le fil conducteur, c'est pour éviter que les poneys se sauvent quand il n'y aura pas d'enfants. Mais quand il y a des enfants, ils auront accès aux poneys. Donc, Non, monsieur. Bon, alors, moi, je termes de responsabilité, c'est pas possible. Qui vote contre. Les Villabéens, effectivement, donc, sont très heureux d'entendre ce que vous racontez. Les votes contre, vous les avez ici. C'est adopté à la majorité, je vous remercie.
Eh ben, la majorité, j'ai dit que c'est adopté à la majorité. J'ai pas dit à l'unanimité. Et donc, les Villabéens vont être très contents d'entendre vos oui. réponses. Ben voilà, oh ben oui. Ah ben oui. Non, mais là, ça devient... Ouais, ouais. J'ai jamais vu une intervention de cette manière. Donc, on passe au point... Au point, quel point déjà 13. 12. Maintenant, il me fallait sauter un point. Donc là, c'est pour le service commun du centre de ressources, une convention cadre à conclure avec les communes pour la période 2024-2025. Et je vais laisser la parole à Thierry Gaillochon. Merci. Merci, monsieur le maire. Comme il expliquait dans la note explicative concernant le centre commun du centre de ressources, il va y avoir donc, comme il est de coutume, de valider le renouvellement qui a lieu au 1er janvier 2021, et cela jusqu'au 31 décembre 2025. Particularité, ce centre va être détaché du volet archives. Donc je vous laisse le soin de lire la suite des délibérations qui sont dessus. Et donc on va être dans un contexte d'extension de son périmètre et d'une trajectoire désormais distincte des archives. Il convient de conclure une nouvelle convention propre au service commun du centre de ressources, définissant les modalités de gestion du service commun, les responsabilités et obligations des parties ainsi que les charges financières et les clés de répartition entre les communes et la communauté d'agglomération. Elle se substitue à toutes les conventions antérieures en vigueur. Aussi est-il proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la nouvelle convention de service commun du centre de ressources à passer entre les communautés d'agglomération et les communes de Bondoufle, Lys, Rissorangis et Villabé. Donc, s'il y a des questions... Vous ne parlez pas de poney, alors on peut voter. Donc, il n'y a pas de... Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté, cette fois-ci, à l'unanimité. Merci. On poursuit avec le point 13. Donc, le point 13, dans la même mouture, le service, donc, comme il a été précisé juste avant, le service commun des archives étant détaché du service des... convention de documentation. Nous allons donc de la même manière procéder à son vote puisque il a donc été rattaché et détaché des documentations. Alors effectivement, il y a une petite précision, c'est que les communes sont plus nombreuses. Donc les communes concernées sont Villabé, Moissy-Cramayel, Lys, Cesson, Vers, Saint-Denis, Samilly-le-Temple et Nandy. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc je procède au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Donc sur le point 14, sur la même mouture, et l'adhésion au groupement de commandes pour les reliures des actes administratifs et de l'état civil. Donc il est important, la convention précise que la mission du CIG Grande Couronne, donc bien sûr le centre interdépartemental de gestion, et comme coordonnateur, ne donne pas lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet d'une facturation aux membres du groupement. Donc il appartient donc à chaque membre du groupement d'examiner, d'adopter, d'autoriser son exécutif à signer l'engagement contractuel d'adhésion au groupement de commande. La délibération se fera adopter constituera l'annexe 1 de la convention constitutive. Merci. Pas de questions, pas de remarques. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous arrivons au point 17. 15. C'était pour voir si vous suiviez. Donc là, il s'agit du rapport annuel. Donc, on va le faire à plusieurs voix concernant le rapport annuel 2023 de Grand Paris Sud concernant le développement durable. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été entrepris par Villabé parce que Valérie Sellier va rentrer un peu plus dans le détail. Normalement, on va vous projeter derrière, c'est ça les images du rapport concernant la commune de Villabé. Mais au sein de Grand Paris Sud, on s'est engagé avec Michel Bisson et puis les 23 maires à poursuivre ce développement de la protection de la nature, de la biodiversité. Donc il y a eu beaucoup d'actions d'entreprises, et notamment sur notre commune,
Parce que vous allez voir dans le détail, ce n'est pas pour rien qu'on a été labellisé commune engagée pour la nature. Donc Valérie, si tu veux commencer. Là, je fais juste l'observatoire ou je reprends directement le rapport sur le développement durable? Vas-y, comme tu veux. Bon, donc, sur le rapport du développement durable, en synthèse, 4 grands postes, notamment la transition écologique et énergétique, où on constate 25% de réduction de consommation électrique des bâtiments communautaires grâce à un plan d'action spécifique, un investissement de plus de 4,5 millions concernant pour valoriser le biogaz des stations d'épuration en énergie verte, la rénovation de plus de 6 km de canalisation d'eau potable pour lutter contre le gaspillage et œuvrer à la préservation du bien commun. Concernant le chapitre déchets et compostage, c'est près de 600 composteurs individuels qui ont été distribués et une création de 3 nouvelles plateformes de compostage partagées. Concernant les mobilités douces, 5 km de pistes cyclables supplémentaires, ce qui porte un total de 261 km de pistes cyclables, et l'arrivée du T12. Et enfin, sur la rénovation énergétique, 427 ménages et 30 copropriétés ont été accompagnés dans leur projet de rénovation. Plus spécifiquement sur le rapport de transition écologique et sociale, GPS a souhaité se doter d'outils permettant de visualiser l'impact de ces politiques publiques en matière de transition sociale et écologique. Un observatoire a donc été créé en 2022 afin de suivre plusieurs thématiques clés, dont 6 sont déclinées à l'échelle communale. Pour notre commune, on retiendra plus particulièrement des logements énergivores. Près de 600 logements, ce qui représente 28% du parc, sont estimés de faible performance énergétique, classés en E, F ou G en DPE. Il s'agit majoritairement de maisons individuelles anciennes et de logements collectifs privés. Au vu de la nouvelle réglementation liée au DPE et du calendrier d'intervention de location des biens les plus mal notés, ces logements sortiront hélas du parc en 2034 si rien n'est entrepris. Enfin, dernier point, une transition vers les véhicules les plus propres semble engagée. La part des véhicules essence est en diminution de 10% entre 2012 et 2022, passant de 53 à 43% du parc automobile, quand de le même temps, la part des véhicules hybrides est passée de 0% à 4% du parc. Les véhicules électriques et à hydrogène restent faibles, mais sont en augmentation et représentent 0,4% du parc en 2022 contre 0% en 2012. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la présentation de ce rapport. Oui, est-ce que vous avez Merci Valérie, est-ce que vous avez des remarques ou... Une remarque, c'est sûrement très intéressant, mais en 6 jours, il est difficile d'en prendre connaissance finement, d'autant que, comme vous nous avez communiqué le document en A5, demi-feuille, il nous a fallu investir dans des loupes. Très bien, donc après cette remarque intelligente, est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Non, en revanche, vous avez vu que Villabé est donc une commune labellisée. Je ne reviendrai pas sur les 135 hectares du cercle de l'Exemple protégé. La récupération de la zone humide qui avait été squattée pendant des années et des années. Donc là, c'est une avancée pour notre commune. Les 1000 arbres que nous sommes en train de planter, la récupération de 30 000 litres d'eau par an. Donc on atteindra les 6 millions de litres d'eau de pluie pour économiser 6 millions de litres d'eau potable. Je ne reviendrai pas sur l'installation des LED, sur les véhicules électriques, sur la rénovation énergétique. Et Valérie peut compléter encore sur les actions de notre belle commune. Je voudrais juste faire remarquer qu'en ce qui concerne le rapport de développement durable, il y a une synthèse qui fait 11 pages. Donc si 11 pages en 6 jours, vous ne pouvez pas les lire, c'est dommage. Alors nous, on vient aux commissions. Et effectivement, on n'a pas forcément 6 jours pour lire. On bosse aussi, on fait un certain nombre de choses. 11 pages. Et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas que la synthèse, c'est ce qui nous a été communiqué. Donc, à ma connaissance, le rapport est un peu plus important que 11 pages. On a aussi le droit d'avoir des informations plus fines. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais procéder. C'est une information, ça, de toute façon. Ouais, c'est une information, donc tout le monde, vous avez été informé. Vous pouvez aller sur le site de Grand Paris Sud, parce que toutes ces informations, elles y sont. Vous pouvez les retrouver. Nous en avons presque terminé.
Nous proposons donc une motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État. Donc je vais vous la proposer. Donc à la suite de la publication des chiffres du déficit public pour l'année 2023 et face à la gravité de la situation des finances et de la dette publique, le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures d'économie et d'imposer aux collectivités de réduire les dépenses de fonctionnement de 0,5%, en volume, en dessous du niveau de l'inflation. Les efforts demandés aux collectivités représenteraient une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 années, alors même que les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal à faire fonctionner les services publics locaux et sont appelées à prendre de plus en plus le relais de l'État dans le domaine de la santé, de la sécurité et très bientôt de la petite enfance, avec la mise en place d'un service public à l'échelle du bloc communal. Les collectivités soumises à la règle d'or réalisent 70% de l'investissement public et près de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles représentent moins de 9% du total de la dette publique. Elles ne sont pas, par conséquent, nullement responsables de la dégradation des comptes publics. Par ailleurs, les collectivités n'ont jamais été à l'origine des diverses mesures de suppression d'impôts locaux de ces 20 dernières années, qui ont porté atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités tout en coûtant de plus en plus cher à l'État. Dans ce contexte, l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales est remise en cause depuis une vingtaine d'années par la suppression de leurs leviers fiscaux et une recentralisation rampante de l'État. Il y a également lieu de rappeler que les maires ont été présents au moment de la crise sanitaire, palliant les carences de l'État et qu'ils ont subi récemment la flambée des prix de l'énergie, ainsi que de diverses mesures normatives prises unilatéralement par l'État et qui ont un coût considérable pour les budgets locaux. À l'heure où interviennent ces coupes budgétaires, les conseils municipaux sont engagés en deuxième partie de mandat dans la mise en œuvre de leurs programmes municipaux, notamment avec des investissements dans le cadre de la transition écologique. Dès lors, le gouvernement ne saurait mettre en cause la capacité d'agir des collectivités, lesquelles doivent pouvoir mener à bien les projets issus des engagements pris lors des dernières élections locales. Le gouvernement doit garantir l'autonomie financière et fiscale des collectivités et instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités, rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Il est donc demandé au gouvernement de ne pas mettre en cause la capacité d'agir des collectivités et de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale, tout en garantissant l'effectivité du principe d'autonomie financière et fiscale des collectivités, en instaurant de la transparence, de la lisibilité et de la prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités, rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Il est proposé en conséquence au Conseil municipal d'adopter la présente motion. Donc cette motion a été adoptée en Conseil communautaire et toutes les communes de Grand Paris Sud vont la proposer. C'est ce qui vous est proposé ce soir. Oui. Juste deux remarques et surtout une question. Pourquoi est-ce que dans les vues, au niveau de la délibération, si on prend les différents vues, pourquoi est-ce que finalement on se réfère à une délibération du Conseil communautaire qui est une mise à jour de la définition de l'intérêt communautaire de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine et Saône-Sénart en matière de voirie? Comme quoi nous on sait lire aussi, mais en matière de voirie, puisque nous sommes allés la chercher, la délibération en question. Quel est le rapport avec ça? Non, il n'y a pas de rapport là. Donc il faudrait peut-être enlever cette délibération-là. Enfin, oui, la délibération, mais en revanche, la motion, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas voter si... on va ce que je veux dire, c'est, voilà, ça me semblerait important qu'on corrige. C'est une erreur, donc on corrigera la délibération, c'est une nouvelle erreur. Donc corriger cette délibération par rapport à ce point-là. Le deuxième point, effectivement, c'est que dans les considérants, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 8e considérant, ce n'est pas français, que le gouvernement ne serait en cause la capacité d'agir.
Alors, je pense qu'il faudrait effectivement le non, faire... remettre en cause... Là, mais ce n'est pas marqué comme ça, donc il serait non, bien ça sera qu'effectivement... de remettre en cause la capacité d'agir, comme dans le texte Oui. tout à l'heure, il manquait mettre... Oui, donc il serait Voilà. bien qu'effectivement ça soit corrigé. Très bien. Merci. Une fois que les corrections sont faites, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté, je vous en remercie. Donc là, on est une commune supplémentaire à adopter cette motion. Merci, on va passer aux questions diverses. Alors j'ai reçu une question du groupe Agir pour Villabé et 3 questions de votre groupe. Donc si vous voulez commencer. C'est nous. Oui. À propos des récupérateurs d'eau. Comme vous le savez, la collecte de l'eau pluviale a plusieurs avantages. Conserver les réserves d'eau des nappes phréatiques, économiser l'énergie nécessaire à la rendre potable, limiter le ruissellement, nourrir les plantes et donc économiser de l'argent. Aussi, serait-il possible de réfléchir à un achat groupé de récupérateurs d'eau pour les villabéens après avoir fait une étude de besoin? Alors, comme vous le soulignez, par toutes les actions entreprises par notre municipalité, et notamment celle qui nous a permis d'obtenir une aide financière de la région et le label Commune engagée pour la nature, avec l'achat d'une bâche de 30 000 litres, donc 30 mètres cubes, notre commune est respectueuse de notre environnement. Nous récupérons l'eau de pluie afin d'économiser l'eau potable. Donc votre proposition est donc dans la continuité des actions que nous avons engagées. Aussi, nous lancerons un sondage afin de savoir quelles sont les familles qui seraient intéressées et nous consulterons Jardiland, Castorama, des enseignes qui travaillent sur notre territoire afin de savoir si elles seraient en mesure d'accorder une réduction pour l'achat groupé de récupérateurs d'eau. Voilà, si vous voulez poser la deuxième question. Oui, deuxième question concerne la répression des dépôts sauvages. En conseil municipal, nous avons voté à l'unanimité le 1er mars 2024 une délibération concernant la répression des dépôts sauvages. Celle-ci précise une grille tarifaire des interventions de nettoyage et entre autres pour l'enlèvement de l'affichage sauvage. Depuis, nous continuons à constater le fleurissement sur nos poteaux et feux de signalisation ou à proximité de petites affichettes, voire de plus grandes, et des autocollants. Aussi, pouvez-vous nous indiquer, si vous pouvez, combien ont été enlevés et combien de contraventions ont été dressées depuis le vote de cette délibération? Alors, nous saluons votre détermination à vouloir réprimer les auteurs de ces incivilités et votre intérêt à vouloir protéger nos lampadaires. À ce jour, aucune contravention n'a été dressée concernant les affichettes. En revanche, nous vous encourageons à venir participer aux opérations de nettoyage citoyen de la commune. Le prochain grand nettoyage se déroulera le 5 octobre 2024, de 9h à 12h. Nous vous donnerons donc rendez-vous dans la galerie marchande au niveau de notre pharmacie. Voilà, donc si vous voulez poser la troisième question. Ah ben oui. Ah ben non pour ce que vous dites et ah ben oui pour la troisième question. Cirque de l'Essonne, bassin de rétention et piste cyclable le long de l'avenue de la Gare. Dernièrement, vous avez indiqué que le propriétaire refuse de céder ses terrains tant qu'il n'aura pas vendu le sien situé au Coudras. Cela peut s'apparenter à une forme de chantage. Heureusement, la loi peut contraindre un propriétaire à céder son bien pour réaliser un projet d'intérêt général, ce qui est en l'occurrence le cas. Alors, pourquoi les élus de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne, Sénart, dont vous faites partie, et vous, en tant que maire de Villabé, n'entamez-vous pas cette procédure? Alors, voici notre réponse. Contrairement à vous, nous ne sommes pas communistes. Pour nous, la propriété privée est une notion bien ancrée dans nos valeurs républicaines et démocrates. Ce terrain où, avec le CRC Grand Paris Sud, nous avons étudié l'implantation d'un bassin de rétention et la réalisation d'une piste cyclable est protégé, comme vous le savez, depuis juin 2018. Mais ce terrain est aussi la propriété et le fruit du travail d'un agriculteur qui le laboure, le cultive, le moissonne chaque année. Vous me demandez de contraindre ce propriétaire à vendre, voire même de le spolier. Vous faites une nouvelle fois preuve d'incompétence notoire et de décalage avec la réalité du moment. Vous semblez avoir vite oublié la crise qui touche le monde agricole et les derniers événements. D'ailleurs, je ne me souviens pas vous avoir croisé sur l'autoroute A6 lorsque nous apportions des victuailles et notre soutien à nos jeunes agriculteurs. Vous me demandez de préempter cet agriculteur alors qu'à cause de 2 associations qui ont d'ailleurs été sanctionnées à l'issue du dernier recours, cet agriculteur n'a toujours pas pu vendre son terrain pour la réalisation de quelques appartements intergénérationnels et de maisons individuelles dont notre commune a tant besoin.
Ces agissements sont tout simplement irresponsables, car si nous en sommes à cette situation de blocage, c'est bien à cause de ces deux associations que vous soutenez. Le propriétaire était disposé à céder à la commune ces deux espaces, à l'euro symbolique, et vous avez le culot de me demander de faire saisir ces terres agricoles. Les Villabiens seront les seuls juges de votre incohérence et de votre incapacité à gérer les situations graves de notre belle commune. Au lieu de saisir des terres, je ferai condamner plus lourdement tout nouveau recours injustifié contre nos projets communaux d'intérêt généraux. Merci d'applaudir. Donc j'ai une question du groupe Agir pour Villabé. Monsieur le maire, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'installation sur notre territoire de la société Illico qui doit produire et distribuer de l'hydrogène pour les véhicules professionnels. Pouvez-vous nous apporter des informations sur l'avancement du chantier ? Alors, je vous remercie de me poser cette question car justement, Monsieur Laurent Silveira, donc, qui suit quotidiennement ce projet, vous me tenez informé du déroulement de ce projet. Je suis donc heureux et fier de pouvoir annoncer l'ouverture imminente de la première station hydrogène en Essonne et la 10e en région parisienne. Celle-ci sera inaugurée le 4 juillet prochain. Dans un premier temps, cette station distribuera de l'hydrogène pour les poids lourds, de la flotte des magasins Point P et du transporteur Bear & New. Dans un deuxième temps, débutera la construction d'un centre de production d'hydrogène vert, que nous avons validé car ce projet rentre totalement dans la politique de développement durable engagée depuis le début de notre mandature. La production d'hydrogène vert sera réalisée à partir de biomasse, de résidus agricoles ou forestiers par exemple, afin d'obtenir de l'hydrogène et des molécules valorisables dans la bioéconomie et intégrables aux bioraffineries. Parallèlement, la société Illico ouvrira un centre de rétrofit hydrogène afin de convertir à l'hydrogène des poids lourds fonctionnant au gasoil. Enfin, Illico s'adossera à un centre de formation pour développer toute la branche des métiers de l'hydrogène. Voilà les projets économiques que la majorité politique aux commandes de Villabé soutient et porte pour un avenir plus propre et une commune économiquement productive pour le bien-être de tous les Villabéens. Merci, nous en avons terminé donc, avec les questions diverses. Alors nous avons des informations à vous donner. Déjà dès demain, on peut passer, dès demain, donc il y a eu le bilan des 10 ans de notre mandature. Demain, il y a une réunion publique. Donc là, c'est l'arbre de vie donc, qui sera planté, je crois que c'est le 15, samedi 15. Donc vous êtes invités, le point de rendez-vous sera à côté du gymnase Paul Poisson. Donc là, vous avez tous les enfants qui sont nés en cours de l'année 2023. La réunion de quartier, donc demain, on vous donne rendez-vous, non pas demain, samedi le 8 juin, donc place Roland-Vincent. Donc nous poursuivons nos rencontres. Une information importante, donc avec Grand Paris Sud, nous allons pouvoir faire découvrir aux enfants le violoncelle. Donc il y a des cours qui seront dispensés sur le temps périscolaire. Donc ils ont déjà eu des cours d'échecs. Et là, on leur propose des cours de violoncelle, donc à des heures différentes. Donc c'est sur le volontariat, les parents qui souhaiteront que leurs enfants suivent ces cours de violoncelle. Le samedi 15 juin, donc, il y a une sortie organisée à Paris, le Roi Lion. Le goûter d'antan, donc ça commence le lundi 17 juin, donc devant les écoles, c'est dans le cadre de Villabé Sport en Seine. On va distribuer un goûter. L'appel du 18 juin, donc organisé avec Jean-Claude Develay. Donc nous vous invitons, alors c'est pas à 11h, c'est à 18h, 18h30. Voilà, ça sera 18h30 et puis à l'issue, on se retrouvera sur la place Roland-Vincent pour le pot citoyen. Là, le mardi 18 aussi, il y a une journée porte ouverte. Donc c'est au relais Mélusine Amsterdam. L'apéritif citoyen après la cérémonie commémorative. Le 19 juin, donc un challenge de boules Sutaric, donc au niveau de l'association Ville à Boules. Donc voilà, tout ça, c'est dans le cadre. Et puis là, on va rentrer dans du dur. Le 21 juin, c'est la grande chorale avec plus de 400 à 500 enfants, plus tous les parents qui viendront chanter au stade du collège Rosa Parks. Ensuite, on enchaîne avec, normalement,
la fête de la musique, le jour même et plus tard dans la soirée, avec l'embrasement du quart entrant. Et puis le lendemain, on a les Olympiades, avec le raid, c'est les Olympiades, donc les parents peuvent s'inscrire et constituer des groupes avec les enfants. La course pédestre qui est organisée le dimanche matin par la FCPE devant l'école Ariane, et l'après-midi, donc des jeux organisés autour du... Il y a un concours de pêche aussi. Donc là, ce jour-là, il y a beaucoup d'activités prévues. La longue marche, la marche Louis Chel, qui est organisée par l'association La Longue Marche. Et puis le Fun Park, donc à 13h30 le dimanche. Voilà, je crois qu'on a terminé avec les estivales. Ensuite, le 27 juin, sur la place Roland-Vincent. Donc à Villabé, là, il y a eu tout un programme de colonies de vacances. Les parents commencent à inscrire leurs enfants. Le 22 jeunes, oui. Donc là, ils ont eu un choix de divers et variés pour différents âges. Et il y a du poney, oui, justement, ils pourront faire du poney. Il y a une sortie à Ouestram le 17 juillet, organisée par le CCAS. Et normalement, au mois d'août, le 14 août, à Villers-sur-Mer. Donc les inscriptions vont commencer. Et le CCAS organise un séjour à Lacano du 15 au 22 septembre, où les anciens pourront faire du poney aussi, puisque là, c'est... Et on a décalé Roultaquès, donc ils seront remontés par des poneys pour revenir sur le centre de la commune. Voilà. Et le prochain conseil municipal, le 5 juillet. Donc voilà, merci, bonne soirée, et puis rendez-vous dans le week-end pour ceux... Merci.